deux lycéens qui devaient être avec nous, mais qui ont été empêchés en dernière minute. Donc, moi, je suis Valérie. D'accord. Qui vous envoie des mails à vous et à votre maison d'édition assez souvent. Oui. Voilà. Donc, Janie, qui fait partie du comité de pilotage de la Biennale et qui est une lectrice assidue, qui a lu quasiment tous vos livres. Oh Dieu. Pas trop. Pas tous. Et moi, je vous ai découvert avec passion du temps des, oui. Du temps des Vizerois, quand vous étiez dans la sélection Goncourt. Et, oui. Et je garde des grands souvenirs de ces deux-là. Et puis, nous avons une autre amie. Et puis, on a une lectrice également, Stéphanie, voilà, qui a lu également Femmes qui courent. Et voilà. Donc, voilà. Je voudrais m'excuser auprès de vous parce que mon épouse m'a dit de vous laisser un message parce qu'elle avait des problèmes avec sa mère. Enfin, bon, bref, c'est compliqué. Oui, elle m'a dit. Voilà. Elle m'a envoyé un texto pour me dire. Voilà, donc, désolé, mais vous n'avez pas la femme et vous avez le mari. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est pas évident. Donc, nous, en fait, si vous voulez bien, Monsieur de Cortance, on va vraiment focaliser notre entrevue sur Femmes qui courent et Tina Modotti. D'accord. Ça va durer combien de temps à peu près? Vous nous dites, entre 30 et 45 minutes. Ah oui, c'est bien, parce qu'il faut que il faudrait que je parte vers 5h moins le quart. Il n'y a pas de souci. Eh ben, c'est votre tout à fait. Eh bien, on va faire en sorte que vous soyez à l'heure. Il n'y a pas de souci. D'accord. Déjà, Janie va vous poser la première question. Oui, donc j'ai regardé la liste de vos nombreuses œuvres groupées en 10 cycles et j'ai donc découvert qu'au tout début, vous aviez consacré votre travail à la poésie et ensuite de préférence au domaine hispanique. Oui. Et je voulais vous interroger sur les raisons de ces premiers choix. Ah oui, c'est très simple, c'est-à-dire, en fait, quand j'ai commencé à écrire, mes amis, j'étais très jeune, hein, j'avais 17-18 ans, c'était Julio Cortázar, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, enfin, des gens comme ça, Alvaro Mutis, c'était mes copains, quoi. Et j'apprenais l'espagnol, donc de fil en aiguille, c'était assez facile d'aller sur le terrain du monde hispanique, enfin avec eux en tout cas. Voilà, c'était vraiment mes premiers pairs en fait en littérature. Alors j'avais beaucoup lu un écrivain argentin qui s'appelle Jorge Luis Borges et lui disait que le roman n'existe pas. Voilà, donc il n'a jamais écrit de roman. Et donc moi j'ai écrit de la poésie. J'étais très très proche d'un écrivain qui s'appelait Bernard Noël, aussi d'un poète. Et donc voilà, ce qui fait qu'au départ, j'ai commencé par me tourner du côté de l'Amérique latine et de l'Espagne, parce que je pensais d'abord que je ne serais jamais romancier, que c'était pas quelque chose qui était fait pour moi. Et puis tout naturellement, étant vraiment tombé dans un chaudron d'amitié latino-américaine, je me suis dit que mon terrain de jeu, ça serait l'Amérique latine, d'autant plus qu'il faut resituer ça dans l'époque. Hein, comme je suis un vieux monsieur, ça c'est dans les années 67, 68, 70. Donc il y a tous les mouvements en Amérique latine, enfin les dictatures, et donc on était très 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 impliqués dans tout ça, Cuba, Che Guevara, enfin voilà. Donc il y avait tout un ensemble qui a fait que j'ai écrit des poèmes et j'ai beaucoup traduit d'écrivains latino-américains parce que c'était tout simplement mes amis. Voilà. Mais si on veut voir une influence dans mon écriture, ce que ne disent jamais les journalistes qui ne lisent pas les livres, c'est qu'en fait mes influences, c'est plutôt la littérature latino-américaine ou l'Italie parce que je suis d'origine italienne, que d'autres influences. Parce que j'ai vraiment été ceux qui m'ont appris à écrire, c'est les écrivains latino-américains. Mais c'est lié donc à ce compagnonnage initial et à vos années d'études alors? Oui, parce qu'en fait, je faisais des études d'espagnol à l'Institut hispanique à Paris. Et puis mes amis, c'était ces gens-là. Donc on se retrouvait tous les soirs à picoler, à chanter des tangos.
et puis surtout, il me faisait découvrir tout un pan de la littérature que je ne connaissais pas. Moi, pour moi, c'est des années absolument merveilleuses. Une révélation. Oui. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Et d'une manière générale, alors vous êtes consacré à de nombreux personnages en écrivant leur biographie. Comment choisissez-vous vos sujets? Est-ce qu'il s'agit d'une rencontre fortuite ou d'un long cheminement, d'un désir que vous mettez enfin à exécution? Alors, J'imagine qu'il y a des réponses différentes suivant les personnages, mais… oui, mais en fait, souvent, il y a quand même quelques grands thèmes. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse surtout, les liens possibles entre la biographie et l'autobiographie. Et ça vient tout simplement vous parliez des vice-rois tout à l'heure, et ça Oui. vient de mon histoire familiale. Parce qu'en fait, mon histoire familiale, elle est assez amusante en quelque sorte, et très riche. C'est-à-dire d'un côté, la classe ouvrière napolitaine et une certaine pauvreté avec ma mère. Mon grand-père maternel était maçon, napolitain, arrivé en France dans les années 30. L'autre côté paternel, c'est plutôt une très ancienne famille aristocratique piémontaise. Donc le Piémont, c'est pas du tout Naples, hein, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, mes parents ont fini par divorcer parce qu'on ne voit pas comment un Napolitain peut vivre, enfin un Piémontais peut vivre avec une Napolitaine. Et donc, vieille famille en fait flamande qui a participé à la première croisade en 1099, qui arrive en Italie à peu près 100-150 ans après, parce qu'ils étaient restés à Jérusalem, et qui ne part de l'Italie qu'avec l'arrivée de Mussolini, en gros. Voilà. Donc ça fait quand même deux Italies et comment dire, deux souches différentes. Donc je revendique à la fois le côté, ce qui permet comme ça d'avoir tout le monde contre moi, hein. C'est-à-dire que à droite, on me prend pour un fils d'ouvrier communiste, et à gauche, on me prend pour un sale aristocrate avec un nom à particules. Donc c'est très bien, parce que ça me protège en quelque sorte. Ça fédère beaucoup de gens. Voilà, ça fédère beaucoup de gens contre moi, donc ça m'amuse beaucoup, parce que, comment dire, ils sont toujours étonnés quand je leur explique un peu ça, parce qu'on ne m'attend jamais là où je suis réellement. C'est-à-dire, je suis ni un aristocrate pure souche, ni un ouvrier descendant de napolitain pure souche non plus. Et en plus, dans ma famille, du côté de ma mère, on descend de Pezza, et Michele Pezza, c'était comment dire, un bandit de grand chemin, qui avait un petit peu de sang sur les mains, il faut le reconnaître, mais qui était un grand résistant contre les troupes françaises qui sont arrivées à Naples, hein, et qui luttait avec le royaume de Bourbon-Sicile contre Bonaparte et contre Napoléon. Et ça m'a… des bois italiens, alors. Voilà, voilà. Et alors, ce qui est très, très intéressant, vous avez vu les films de Laurel et Hardy avec Fra Diavolo. Oui. Michele Pezza, c'était Fra Diavolo, en fait. Et il était pendu en 1806. Il a été arrêté par un militaire. Et ce militaire, c'était le père de Victor Hugo. Donc, mon ancêtre a été arrêté par le père de Victor Hugo. C'est petit. Hein? Le monde est vraiment petit. Oui, oui, c'est ça, voilà. Donc, et je descends de tout ça, ce qui fait que j'ai une enfance un peu particulière. Là encore, on prenait indifféremment pour l'un ou l'autre, ou un rouge ou un blanc. Enfin, je ne sais pas. C'était toujours très très bizarre. Je vais vous raconter une anecdote. Ça va peut-être vous amuser. Je suis allé au Canada il y a à peu près une dizaine d'années. Et vous savez, au Canada, il y a ce qu'on appelle des cabanes à sucre. C'est-à-dire, vous voyez ce que c'est. Bon. Et dans une cabane à sucre, j'étais assis à côté de quelqu'un, et qui était canadien, et qui me disait qu'il avait passé toute son enfance à Saint-Ouen. Et donc, je me dis, alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce que moi, je suis vraiment né, je suis né dans le 18e arrondissement, et toute mon enfance, je l'ai passée dans la rue qui menait au terrain de football du club du Red Star, qui était un club très, très, très connu à l'époque.
Et j'allais dans une école pas très très loin de là. Il me dit, mais vous savez, c'est incroyable parce que moi aussi, j'ai vécu à Saint-Ouen, je suis allé à cette école, et alors je me souviens, j'avais un copain, on était, là on devait avoir 4-5 ans. Il me dit, j'avais un copain, il avait un nom à coucher dehors, euh, et il est parti un jour, en pleine année, comme ça, scolaire, pour aller revivre dans son château en Italie. Et alors je lui ai dit, est-ce que ton copain, il s'appelait pas Roero de Cortance? Il m'a dit, oui, oui, c'est ça. Et ben, je dis, ben, ton copain, c'est moi. Donc vous retrouvez ce type, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est pas possible, quoi. C'est étonnant que je retrouve ce type au Canada 45 ans après, ou 60 ans plus tard. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que lui était persuadé que le héros de Cortance en question, il était parti dans son château en Italie. Or, en fait, cette histoire, ça se passe dans l'immédiate après-guerre. Je ne suis pas du tout parti dans un château. C'est tout simplement parce que, disons, dans les années entre la fin de la guerre et le début des années 60, c'était très compliqué d'avoir des appartements à Paris. Et mes parents, ma mère venait d'accoucher de son deuxième fils, ce qui lui a permis d'avoir un appartement enfin à Paris. Ça faisait 5 ans qu'elle était sur liste d'attente pour avoir un appartement à Paris. Et quand on a eu l'appartement, mes parents, ben, en une semaine, ils ont quitté Saint-Ouen pour aller vivre à Paris dans le 14e arrondissement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce copain, il pensait dur comme fer que j'étais un aristocrate qui vivait dans un château en Italie. Donc voilà, tout ça a nourri en fait, a nourri ma littérature. Donc le lien, c'est pour ça que je viens, je reviens à votre question. J'ai toujours été passionné par les liens entre l'autobiographie, donc ce que je peux raconter de ma vie, et la biographie, ce que je peux raconter de la vie des autres, étant donné que cette famille, aussi bien classe ouvrière, bandit de grand chemin, Fra Diavolo, que la classe, comment dire, aristocratique piémontaise qui a fabriqué l'Italie, puisqu'on était très très proche des rois de Savoie, eh bien, en réalité, c'était des personnages de romans. C'est des gens qui ont fabriqué l'Italie, qui ont fait l'histoire italienne. Et donc ça m'a toujours fasciné. Moi, quand je vais dans les musées en Italie, je vois mes ancêtres sur les tableaux. Et je me souviens être allé au musée de l'armée avec mon fils qui était petit à l'époque. Il a vu un type sur un cheval avec un sabre levé. Il m'a dit, oh papa, c'est toi. Ah oui, c'était pas moi, c'était mon ancêtre. Et donc, ça a fabriqué ma littérature. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire entre raconter l'histoire de ma famille et raconter les autres histoires, parce que de gens qui sont aussi des personnages. C'est ça le centre de mon travail. D'où la question que je veux vous poser depuis très longtemps, et je suis contente de pouvoir vous la poser maintenant, c'est le choix que vous avez fait, parce que le cycle des vivants, c'est un cycle romanesque. Vous avez choisi le roman. Oui. Pour les ouvrages, alors qui sont nombreux, hein, on a choisi d'axer sur les 2 derniers, là. Vous avez fait le choix de la biographie. Oui et non, parce que si vous regardez, il y a écrit roman sur le livre. Comment? Si vous regardez bien, il y a écrit roman sur le livre. Pas. Il n'y a pas écrit biographie. Non? Bah sur si. Femmes qui courent. Sur Femmes qui courent, oui, et sur. Femmes qui courent, vous regardez, c'est 2 romans. Ben, j'ai cherché sur Tina Modotti et je n'ai pas trouvé. Non, c'est roman. C'est pas une biographie. Donc, parce qu'en fait, je m'appuie sur une très forte documentation. Oui, ça c'est notable. Parce que ça m'intéresse beaucoup, mais à partir de là, à partir vous savez, c'est Hemingway qui cite souvent une phrase de Kipling. Et Kipling a dit, si vous voulez devenir un bon écrivain, vous vous procurez vos faits, puis vous les déformez. Et c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que je me procure mes faits, donc c'est toujours très documenté, c'est très précis, mais à l'intérieur de ça, je me sens complètement libre. Par exemple, dans les Vice-Rois, ce que je raconte sur l'histoire d'Italie est totalement vrai. C'est-à-dire que je suis vraiment l'histoire, comment dire, date après date.
Mais il y a un certain nombre de personnages qui sont des personnages totalement inventés. Par exemple, il y a un chirurgien sur le champ de bataille de Solferino qui trouve comment, parce qu'on sait très bien que les champs de bataille font avancer la chirurgie, et qui trouve comment pratiquer l'amputation au niveau des coudes. Et donc, il y a une petite guerre entre des chirurgiens, et la guerre entre les deux chirurgiens est historiquement vraie, mais les chirurgiens en question sont faux. Il y en a un qui est Bruno Tessol, qui est un copain journaliste, et l'autre, je l'appelle Ruffin, et c'est Jean-Christophe Ruffin, qui est un de mes copains. Donc, je mets toujours dans mes romans, je mélange la vérité avec les choses totalement inventées, et en fait, j'ai jamais écrit réellement de biographie. La seule biographie que j'ai écrite, que je revendique comme biographie, il y en a deux en fait. Il y a celle de Pierre Benoît, qui est vraiment une biographie, et il y a celle de Frida Kahlo qui s'appelle La beauté terrible. Oui, voilà. La beauté terrible, ça c'est une biographie. C'est-à-dire que là, il n'y a rien de romanesque. C'est mon exemple qui était mauvais. Ma question était bonne si j'avais pris Frida Kahlo. Parce que par exemple, voilà, La beauté terrible, c'est une biographie, mais si vous prenez Les amants de Coyoacán, qui sont l'histoire d'amour complètement bizarre, étonnante entre Trotsky et Frida Kahlo, ça, il y a une réalité historique, c'est-à-dire ils ont vraiment été amants. On le sait, oui. Tout ce que je raconte dans le livre, j'ai utilisé la forme romanesque, parce que sinon, c'était impossible. En fait, ils sont amants pendant 6 mois, et on n'a pas énormément de documents là-dessus. Il faut aller les piocher dans d'autres livres pour essayer de reconstituer un puzzle et une narration. Et là, justement, là tout à l'heure, vous avez mentionné votre travail, votre important travail de documentation. Ouais. Donc, quelles sont vos sources privilégiées? Et je pense qu'elles sont différentes pour chaque ouvrage. Mais ah oui, c'est-à-dire que tout est bon. Par exemple, quand j'ai écrit ce livre sur Hemingway, je suis allé à Cuba. D'accord. Parce que je voulais voir ce que pouvait être le Cuba d'Hemingway. Et en plus, comme Cuba n'a pas vraiment changé depuis les années 50 en réalité, puisqu'il y a les embargos, enfin, on sait ce qu'on sait, toute cette histoire triste. Quand on va à Cuba, alors peut-être moins maintenant, mais enfin, ils ont une 20-25 ans, on pouvait penser, même si c'était délabré, que c'était encore le Cuba des années 50-60. Donc, alors, il y a les voyages, les documents historiques. Par exemple, pour écrire le livre sur Violette Maurice, je suis allé au ministère des Armées, je suis allé pour aller vérifier notamment toute cette chose où on l'a accusé d'être comment dire, une tortionnaire de la Gestapo. Donc je suis allé chercher des papiers, ce qui m'a permis d'ailleurs de prendre un point de vue qui est le mien et que je défends, c'est qu'elle n'a jamais été tortionnaire de la Gestapo. Mais d'ailleurs, c'est très simple, comment dire, les gens qui me connaissent savent que moi je viens d'une famille de résistants, je n'aurais jamais écrit un bouquin sur quelqu'un qui était membre de la Gestapo. Donc ça, déjà, c'est la base. La base. Donc, dans ces cas-là, je vais voir dans les journaux aussi de l'époque. Les journaux sont très intéressants. Quand j'ai écrit le livre sur les Azous, par exemple, donc c'est ces gens qui ont 15-20 ans pendant la guerre 39-45, qui écoutent du jazz. Alors là, j'ai compulsé tous les journaux de l'époque. Et là, c'est une mine extraordinaire parce que j'ai à peu près recueilli entre 70 et 80 articles écrits dans les journaux collaborationnistes contre les Azous. Et c'était intéressant parce que tout ce qu'ils reprochaient aux Azous, là, il y a de quoi écrire un roman. Parce qu'en même temps, ils racontaient la vie des Azous de leur point de vue, mais en creusant un peu, on avait la vérité de ce qu'était la vie de ces adolescents, comment dire, dans les années 39-45, notamment à Paris. Donc à chaque fois, oui, je regarde les films, j'écoute la musique, par exemple pour Laisse tomber les filles, qui est un livre plutôt sur les années 60, sur les yéyés pour simplifier.
ben, j'ai écouté des tonnes de disques et de morceaux de l'époque, tant et si bien d'ailleurs qu'on a sorti la publication d'un livre, d'un triple DVD, où on a rassemblé 98 morceaux de chansons de ces années-là, mais avec un choix particulier qui était de ne prendre que des faces B, c'est-à-dire les faces les moins connues et certaines qui étaient très, très mauvaises. Mais elles étaient mauvaises d'un point de vue musical et du texte, qui était d'une pauvreté à pleurer, mais ça en disait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'époque. Par exemple, il y a un groupe qui s'appelle les Pirates, totalement inconnu au bataillon. Bon. Eh bien, les Pirates ont écrit une chanson à l'époque, c'était un twist, et ce twist, c'était l'histoire d'un jeune homme qui reprochait à sa petite amie d'avoir une jupe trop courte, de se maquiller, et qui disait en gros, ah, où est le bon temps où tu étais en soquette et non maquillée, redeviens la petite fille que j'ai connue avant. Et c'était très intéressant parce que c'est le début des mouvements de libération des femmes, et cette chanson vient à l'encontre de tout ça, c'est-à-dire on se rend bien compte que la copine du type qui chante ça, eh bien, elle commence à se libérer, elle a une jupe courte, voilà, elle se maquille, et à l'époque, c'était mal vu. Donc ça en dit long, ça en dit beaucoup, beaucoup sur l'époque. Donc tout est intéressant. Les livres de cuisine, par exemple, les livres de cuisine, les guides Bédéker, par exemple, les guides Bédéker du 19e siècle, que quand j'ai écrit mon livre sur Lévi-Strauss, sur Turin, dans le guide Bédéker, vous avez toute la vie de Turin au 19e siècle. Le prix d'un café, qu'est-ce que les gens mangeaient, quels hôtels étaient ouverts, les horaires des tramways. Enfin, donc tout ça, pour un écrivain, ce sont des chapitres qui s'écrivent tout naturellement, à partir d'une documentation. D'accord. Donc là, moi, je vais vous poser quelques questions sur Femmes qui courent. Oui. En fait, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous avez pris le parti d'écrire sur Violette Maurice? Est-ce que c'est via son parcours sportif, son palmarès, ou c'est par hasard, je sais pas, son côté spontané qui vous avez découvert et qui vous a amené à ce roman? Non, c'est jamais par hasard. En fait, c'est toujours souvent quand j'écris un livre, il y a un élément de ce livre dans lequel je vais trouver le personnage ou le sujet du prochain roman. C'est souvent comme ça, c'est-à-dire un jeu un peu de domino. Mais en ce qui concerne Violette Maurice, c'est très particulier. Violette Maurice, en fait, il se trouve que moi, j'ai fait beaucoup d'athlétisme de haut niveau quand j'étais jeune. J'étais un coureur de 800 mètres. Et donc, à l'époque, j'avais déjà beaucoup, beaucoup entendu parler de Violette Maurice. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'accorde toujours beaucoup de place aux personnages féminins dans mes romans. Les personnages principaux, c'est pratiquement tout le temps des femmes. Donc il n'y a pas un livre où la femme ne joue pas un rôle essentiel. Là, je citais Zazou, c'est une femme qui est le joueur principal. Laisse tomber les filles, c'est une femme qui est le personnage principal. Violette Maurice, c'est évidemment une femme. Les livres sur Frida Kahlo, c'est évidemment une femme. L'autre livre, Tina Modotti, c'est évidemment une femme. La belle Jososo dans Laura, le livre que j'ai publié il y a une quinzaine d'années, c'était aussi une femme. Donc, de toute façon, je préfère écrire sur les femmes que sur les hommes. Je trouve que pour moi, c'est plus intéressant. Mais je n'ai pas répondu à votre question là. Si, un petit peu en fait, puisqu'en fait, on se posait la question comment est-ce que vous avez rencontré Violette Maurice, mais donc c'est grâce à au fait que vous étiez vous-même athlète. Voilà, je fais de la course à pied, et puis bon, et puis tout cet aspect, comment dire, moi je suis issu des années 60-70, donc j'avais beaucoup de copines qui militaient dans les mouvements de libération de la femme. Alors il y avait des excès,
mais je trouve qu'il y a encore quand même beaucoup de boulot à faire. On n'est pas du tout arrivé où on devrait. Il y a même, dans certains cas, un certain nombre de reculs. Donc, la lutte continue, les filles, là, il ne faut pas se laisser faire. Et, et donc, ça m'intéresse aussi de m'inscrire, de continuer à travailler dans ce sens-là. D'accord. Mais en fait, on peut dire, donc là, en fait, c'est vraiment, bon, Violette Maurice, c'est une personne, enfin, une femme à part, enfin, à part, elles sont toutes à part, si je puis dire, mais enfin, il y a ce côté scandaleux, ce côté sportif. Ah oui, oui. Alors, elle a sa part d'ombre aussi avec ce viol qui la hante, sa liaison avec Joséphine Baker. Enfin, elle est vraiment, elle dire éclectique, je ne sais pas comment dire, mais c'est une touche à tout, une pionnière de certaines. C'est une pionnière quand même. Le premier point, c'est que comment dire, c'est une pionnière parce que le fait de faire du sport à la fin du 19e, début 20e, donc au moment un petit peu avant la guerre de 14, pendant et juste après, bon déjà pour globalement, on peut dire pour une femme c'est mal vu, puisque les discours, et là justement, alors on parlait des sources, j'ai lu un certain nombre de livres à l'époque, de médecins hygiénistes, hein, on appelait ça comme ça, qui recommandaient aux femmes de faire du sport. Mais attention, pas n'importe quel type de sport, pas n'importe comment, et pour une fonction bien particulière, c'est que les femmes devaient faire du sport pour avoir un corps harmonieux, de façon à accoucher de beaux enfants. C'était pas du tout faire du sport pour la compétition. Ça, hors de question. Il y a eu des articles, mais immondes, odieux, écrits sur les femmes qui faisaient du sport à ces années-là. C'est-à-dire, vous étiez mal vu lorsque vous faisiez du sport. C'était complètement en dehors comment dire, des codes de la société. Il y avait des articles dans les journaux, enfin, incroyables. Mais ce qui était encore plus incroyable, c'est que ces journalistes qui écrivaient des articles, comment dire, inconvenants, enfin, pas très sympathiques à l'encontre des femmes, ils allaient tous, excusez-moi l'expression, se rincer l'œil parce qu'elles couraient en short. Et courir en short, ou pas beaucoup vêtu, comment dire, au moment des guerres de 14, c'est complètement scandaleux. Alors là, c'est à peine si on devait voir les chevilles des femmes. Donc, mais ils allaient quand même se rincer l'œil et après ils écrivaient des articles en disant, oh, vous voyez quand même, toutes ces femmes qui courent, c'est révoltant. Qu'est-ce que c'est moche une femme qui court et qui transpire et qui devient toute rouge, parce que évidemment, un homme qui fait du sport, c'est beaucoup plus beau. Enfin voilà. Donc tout ça, j'avais envie d'en parler. Et Violette Maurice, elle fait vraiment partie, comment dire, en psychanalyse, il y a ce qu'on appelle le mauvais objet. Et le mauvais objet, c'est la chose qui va cristalliser toutes les choses négatives d'une époque. Et Violette Maurice, elle a cristallisé toutes les choses négatives d'une époque, parce qu'il y avait la guerre de 14, l'entre-deux-guerres, puis surtout 39-45, donc l'occupation allemande. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait tous les défauts. C'est-à-dire qu'on a oublié que c'était une immense championne, elle a 50 titres de champion du monde, de champion d'Europe, elle a pratiqué tous les sports, mais de façon scandaleuse. Par exemple, la boxe. La boxe, à l'époque, était interdite aux femmes, sauf dans une discipline, et ça, je ne sais pas si vous avez lu le livre, enfin, si vous l'avez lu, vous devez savoir ce que c'est qu'on acceptait que les femmes se battent entre elles devant un public uniquement masculin, seins nus. Voilà, ça on acceptait, parce que c'était du cirque en fait, en quelque sorte. C'est du cirque, c'est du voyeurisme. Et alors elle, Violette Maurice, a dit non, non, moi pas du tout. D'abord, je me couvre les seins, et ensuite, je veux boxer contre les mecs. Et elle a boxé contre des types et elle les a battus. Donc ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Elle a fait du vélo, elle les a battus. Elle a fait de la course automobile, elle les a battus. De la natation, elle battait des types. Donc ça, déjà, elle était mal vue pour ça. La deuxième chose, bon, elle avait tendance à courser, elle était lesbienne. Alors, elle avait tendance à courser un peu ses petites copines dans les vestiaires. C'est pas très méchant, mais comment dire, à l'époque, c'était très, 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 très mal vu, parce qu'en fait, on acceptait que les femmes, les jeunes filles, fassent du sport, mais encadrées par leurs parents, le dimanche, qui était le jour du Seigneur. Donc ça, mais il fallait qu'elle soit bien encadrée.
Et or, Violette Maurice, elle fait tout le contraire en plus. Elle fume, elle boit, ses compagnes de l'équipe de France de football, elle les fait picoler un petit verre de cognac avant d'entrer dans le match. Les spectateurs, quand il y a un spectateur, il y a un événement qui est très intéressant. Au moment où elle va marquer un but, il y a un spectateur, un homme, qui lui dit « bouge ton gros cul ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle marque son but, et elle se dirige vers le spectateur et elle va casser la figure du type. C'est merveilleux. Moi, je trouve ça génial comme attitude. Bon, mais ça fait tout de suite dans la presse, la presse se déchaîne contre elle. Elle vient aux entraînements en pantalon, ce qui est absolument interdit. Et en plus, alors il y a une mode. Moi j'ai découvert ça justement en allant dans les sources de l'époque. Et c'est un truc assez effrayant. Il y avait une mode chez certaines femmes de se faire couper les seins. Oui. Une mastectomie, bon, parce que c'était à la mode. Et donc elle a dit, pour emmerder les journalistes, oui, j'ai fait ça parce que mes seins me gênent quand je conduis des automobiles de course. Mais c'était pas ça du tout. C'était uniquement pour dire, bah, écoutez, puisque vous m'emmerdez, je vais être encore plus scandaleuse. Et effectivement, ça a fait un scandale énorme. Elle a été rayée de la Fédération française de sport. Et à la suite de ça, elle a fait des courses automobiles, des courses de moto. Mais il ne faut pas oublier que c'était quand même c'était un héros de la guerre de 14. Elle a fait toute la guerre de 14 comme estafette, où elle apportait des lettres aux uns et aux autres sur sa petite moto. Et comme toutes les femmes de l'époque qui ont participé à la guerre de 14, aucune n'a été décorée. Il n'y a aucune femme qui a reçu une décoration. Or, les hommes, vous étiez soldat, vous reveniez automatiquement avec une décoration, quel qu'ait été votre rôle pendant la guerre. Les femmes, jamais. Donc, il y a une sorte d'accumulation de choses comme ça, et la guerre est arrivée par là-dessus. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle a été tuée, comment dire, par un groupe de FFI en Normandie, mais ce n'était pas elle qui devait être tuée. C'est-à-dire que les FFI eux-mêmes, quand ils ont découvert comment dire, le cadavre, ils se sont dit merde, mais qui c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On voulait tuer le charcutier et la charcutière, et le pilote de la voiture, on ne connaît pas, c'est qui? Ils ont vu ses papiers, ils ont vu Violette Maurice. Comme je le raconte dans le livre, tout ça est vrai. Hein. Ils ont fait disparaître la voiture au fond d'un étang. Ils ont dénudé tout le monde. Ils ont piqué l'argent, comment dire, les bagues, les bijoux, tout ça. Et on a découvert tout cela bien des mois plus tard. La France avait été libérée. Comment avez-vous découvert ça, vous? Comment est-ce que vous avez découvert le fin fond de cette histoire, de cette mort En fait, c'est-à-dire que d'abord, parce qu'il y a quand même un certain nombre de documents, et puis il se trouve que, bon, je vous dis, moi je ne crois pas beaucoup au hasard, mais il m'est souvent arrivé des choses comme ça en écrivant des livres. Il se trouve que je fais partie d'une association d'écrivains qui s'appelle l'Association des écrivains combattants, qui s'est formée après la guerre de 14, pour rendre hommage aux écrivains qui étaient morts pendant la guerre de 14. Et à l'intérieur de cette association, il y a quelqu'un qui est normand et qui est le fils d'un non pas des FFI qui ont attaqué la voiture où était Violette Maurice, mais qui était au courant, qui faisait partie d'un certain nombre Et il m'a raconté exactement ce qui s'est passé. Mais il m'a dit de toute façon, même encore aujourd'hui, on ne veut pas reconnaître la vérité. Parce que sa mort est controversée quand même, elle n'est pas... Elle est très controversée. Et surtout, comment dire, le problème, c'est que dans cette voiture, il y avait plusieurs personnes et il y avait 2 enfants. Oui. Et le problème, c'est que la résistance, il y avait un enfant de 13 ans, un autre de 15, la résistance a tué tout le monde, y compris les 2 enfants. Et tout ça, pourquoi? Comment dire, si on essaie de regarder ça de façon détachée, ce qui est difficile, mais on peut les comprendre. C'est-à-dire que le débarquement avait lieu quelque temps plus tard. Si les Allemands avaient eu la moindre, comment dire, la moindre possibilité de comprendre ce qui s'était passé, la moindre trace, c'était les 300 maquisards qui avaient préparé le débarquement, qui étaient en Normandie. Toutes les caches étaient découvertes, tous les gens étaient arrêtés, et ça mettait en péril toute cette opération. Donc, ils ont opté pour
caché tout ça. C'est pour ça qu'ils ont caché la voiture, c'est pour ça qu'ils ont dénudé les corps en brûlant les papiers de façon qu'on ne sache pas qui c'était, et qu'on a redécouvert ça bien plus tard. Et quand on a découvert ça bien plus tard, il y a eu toute une campagne à l'époque du Parti communiste qui présentait des députés, enfin bon, il y a tout un truc comme ça, et qui se sont dit, on va utiliser la mort de Violette Maurice. Pour dire, vous voyez, c'est elle qui devait être tuée, les ordres venaient de Londres, parce qu'il fallait que ce soit le mauvais objet, en quelque sorte. Il fallait comment dire, toute la noirceur de cette époque, il fallait des boucs émissaires. Et elle, c'était le bouc émissaire, et comment dire, le bouc émissaire de choix. Elle avait tous les défauts de la Terre. Donc, évidemment, on lui a fait porter le chapeau de tout ça, et depuis, on continue à expliquer qu'elle est, comment dire, une tortionnaire, mais comme je dis souvent dans les discussions que j'ai autour de ce sujet, apportez-moi la moindre preuve. Si vous m'apportez la preuve, il n'y a rien du tout. On a dit elle s'est enrichie, d'accord. Elle se serait enrichie parce que les Allemands l'auraient payée. Vous savez, on sait tous, hélas, que les Allemands notaient tout ce qu'ils faisaient. Il n'y a pas un millimètre où il n'y a pas une fiche, tout est noté, tout est noté. Il n'y a rien sur des versements d'argent à Violette Maurice. Il n'y a rien sur un engagement de Violette Maurice à la Gestapo à Paris. Ce ne sont que des « Ah, on m'a dit que… ah bah oui, bah on m'a raconté que la voisine de la tante de la grand-mère m'a fait… » Aucune preuve, rien. Le soi-disant télégramme envoyé par Londres, comment dire, pour assassiner Violette Maurice, d'un point de vue de l'histoire, ça ne tient pas debout. Est-ce que vous imaginez une seule seconde, comment dire, Londres envoyant un télégramme? Donc, la télégramme, ça passe par les postes. Les postes, jusqu'à preuve du contraire, étaient tenus par les Allemands et les collaborateurs. Donc, ils envoient le télégramme qui est décrypté à la poste en disant non, ça ne tient pas debout. Il y a toute une série de choses comme ça qui ne tiennent pas debout. On a dit, par exemple, à tel endroit, dans telle cave, et là, torturer des gens. Oui, alors qui, à quelle époque, apportez-moi la preuve. Ah oui, mais on le sait. Ben non, ben ça ne suffit pas. Donc tout ça est absolument faux. C'est pas une tortionnaire de Gestapo. Elle a fait une sorte de collaboration un peu molle. Elle a dirigé un garage. C'est l'histoire de garage, oui. Voilà, elle a dirigé un garage, mais alors en fait, vous me direz, et moi je suis bien passé pour le savoir, parce que mes parents et mes grands-parents étaient résistants, donc ils n'ont pas dirigé de garage, mais ça n'en fait pas. Elle a dénoncé personne, elle a envoyé personne à la mort, elle a juste, oui, bah, peut-être qu'elle n'aurait pas dû le faire, ça c'est vrai. Elle a dirigé un garage, et pourquoi elle a dirigé un garage? Parce que c'était une dingue d'automobile. C'est ça. Et elle a fait le boulot. Et elle s'est dit, voilà, je vais pouvoir mettre mes mains dans le cambouis. C'est tout. C'est uniquement ça. Alors, juste par rapport, pour finir avec Violette Maurice, on a découvert grâce à vous et grâce à votre livre sa liaison avec Joséphine Baker. Oui, Est-ce que potentiellement cet épisode ne vous a pas donné l'envie d'écrire une biographie ou un roman biographique sur Joséphine? Non, pas du tout. Ah Pas du tout. Mais, non. Mais en revanche, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est essayer de comprendre ce qui avait pu les rapprocher. Et en fait, je crois que j'ai compris. Ce qui les a rapprochés, en fait, c'est que toutes les deux, en quelque sorte, étaient mis au banc de la société. C'est-à-dire qu'elle, parce qu'elle était lesbienne et scandaleuse, Violette Maurice, et Joséphine Baker, malgré ce qu'on raconte, parce qu'elle l'a dit, il y a même des chansons qui le prouvent, comment dire, elle était noire. Et elle n'était pas acceptée parce qu'elle était noire. On venait la voir, mais non encore, c'était, comment dire, on venait au cirque, en fait. Et ça l'a beaucoup blessée, hein, Joséphine Baker, que les gens viennent la voir parce qu'elle était noire. Donc, je pense que tous les deux se sentaient exclus, un peu bêtes curieuses, et c'est ça qui les a rapprochés. Mais c'est une histoire très éphémère, hein, ils ont une liaison ensemble. Mais ce qui est étonnant, c'est la camaraderie qu'il y a eu entre Violette Maurice et puis Cocteau et Marais. Oui.
Ça, c'est vrai, hein. Ça, c'est pas c'est pas une invention. C'est-à-dire que Cocteau, qui avait besoin d'un chauffeur parce que Maret était à l'armée et personne ne voulait traverser la France en voiture, a trouvé Violette Maurice qui elle, quand elle conduisait une bagnole, elle était contente. Donc elle l'a emmené plusieurs fois, comme ça, ils sont devenus assez proches, et tant et si bien que comment dire, ils vivaient à plusieurs sur cette péniche, et Violette Maurice avait à l'époque une amante qui était Josette Day, qui a joué dans les films dans les Enfants terribles, les Parents terribles, les films de Cocteau, et en fait, elles étaient lesbiennes toutes les deux, et elles s'engueulaient du matin au soir. Cocteau a pris des notes sur leurs engueulades, et en fait, la pièce qui s'appelle Les Parents terribles, en fait, il y a un certain nombre de répliques qui sont carrément, il l'a dit, hein, qui étaient les répliques qu'elles s'envoyaient à la figure l'une l'autre. Et dans la première des Parents terribles, là encore c'est vrai, hein, c'est dans le livre, mais je ne l'ai pas inventé, Violette Maurice a eu un petit rôle dans le jour de la première, mais on l'a virée tout de suite parce qu'elle était insupportable. Donc, Et donc, pour parler de Tina Modotti, ben, une question identique. Comment l'avez-vous rencontrée? C'était déjà au moment où vous avez travaillé sur Frida Kahlo? Voilà, c'est-à-dire que Tina Modotti, elle fait partie de la bande de Frida Kahlo. C'est-à-dire, en réalité, Tina Modotti est un tout petit peu plus âgée que Frida Kahlo. Hein. Elle est née en 96 et Frida Kahlo est née en 1907. Et en fait, elles se sont rencontrées en 1928. C'est-à-dire que Tina Modotti, ouvrière italienne, très pauvre, émigrée aux États-Unis en 1913, au moment où les Italiens reconstruisent San Francisco, qui est tombé sous le tremblement de terre, enfin, qu'il fallait reconstruire, finit par émigrer au Mexique avec son amant américain, qui est Edward Watson, qui est un des grands photographes américains de l'époque. Elle intègre le Parti communiste mexicain, et elle croise la jeune Frida Kahlo qui a 17 ans à l'époque. Elles deviennent amies, et Tina Modotti, en fait, est une ex-amante de Diego Rivera. Oui. Il l'a fait poser Oui. pour représenter l'allégorisation, voilà, dans une de ses fresques. Et c'est elle qui va former politiquement Frida Kahlo, qui va l'initier à la lutte politique, aux luttes du Parti communiste, enfin, etc., etc. Et lors d'une soirée, elle lui présente Diego Rivera, qui va devenir son mari. Et ce qui est Donc, intéressant, ce que est compliqué à reconstituer, je pense, dans le parcours de Tina Modotti, c'est ouais. son travail, si je puis dire, avec des guillemets, de militante. Et Oui. son engagement, c'est ahurissant, l'investissement qui a été fait. Ah, mais ce qui est complètement dingue, c'est la vie de cette femme. Mais oui, moi je l'ai essayé d'avoir écrit parce que j'ai découvert ça. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais écoutez, ça nous a donné la bougeotte, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas comme elle? Parce que c'est vrai qu'il faut se replacer dans l'époque, c'est les années 20. Elle était toujours dans le train. Et elle traverse, comment dire, le monde entier, c'est complètement dingue. Elle va en Italie. Déjà, le voyage d'Italie comment dire, aux États-Unis, elle a 17 ans, elle est toute seule. Elle est toute seule. Elle prend le train, le bateau, le train. Elle arrive vivante à San Francisco. Après, elle part au Mexique. Elle est expulsée. Elle fait prison, bateau. On veut pas il n'y a aucun pays pour l'accueillir, sauf l'Italie qui veut la mettre en prison, parce que c'est Mussolini. Hein, on est dans les années 30. Elle arrive à Berlin, 1930. 31, c'est la montée du nazisme, hein, avec les députés, comment dire, nazis qui doublent à l'Assemblée, comment dire, allemande. Elle quitte Berlin, elle se retrouve à Moscou, elle parcourt toute l'Europe parce qu'elle fait partie du Secours Rouge, qui est l'aide, comment dire, aux militants communistes dans le monde entier. Elle arrive à Paris, elle fait toute la guerre d'Espagne comme infirmière.
puisqu'elle travaille avec Norman Bethune, qui a fait toutes les avancées sur les prises de sang, les transfusions sanguines, etc. Elle retourne, comment dire, aux États-Unis. On n'en veut pas. Elle se retrouve au Mexique et elle meurt au Mexique à 42 ans, toute seule dans un taxi. Je veux dire, c'est une vie complètement incroyable. Et merci de nous l'avoir fait découvrir parce que ça nous ouvre aussi des horizons. Mais justement, tout le climat et surtout l'importance des différents rivalités parmi les communistes, quand on pense à sa brouille avec les Rivera et au meurtre de ses amants aussi. Ce qui est fou, vous savez, à l'époque, c'est toutes ces brouilles au Mexique, c'est des groupuscules, c'est-à-dire ils s'entretuent. Mais ça représente entre 300 et 1000 personnes. Au Mexique, le Parti communiste mexicain, en 1920, c'est 300 personnes. Mais ça prend une place incroyable dans la vie politique du Mexique de l'époque. Donc, voilà. Bien. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que si vous avez des obligations, on va vous mettre en retard. Écoutez, ça va, merci. Très bien. Merci infiniment. Merci infiniment. Déjà de nous avoir fait découvrir ces deux femmes. Vraiment, parce que c'est vrai, et même Frida Kahlo, moi, on la connaissait, mais d'avoir revu. Et puis vraiment de vous avoir prêté au jeu de la visio-interview. Ça continue l'année prochaine, votre. Alors, c'est dans 2 ans. On vous donne rendez-vous en 2023. 2023, c'est ça. Pas 2022. C'était biennale. C'est des biennales, en fait. C'est tous les 2 ans. Ah, d'accord. 2023, qu'est-ce que. J'aurais écrit un livre sur Louis XVI. Bon, on ne sait pas encore le thème. Détrompez-vous, parce que voilà, c'est très intéressant, parce que la première réaction, c'est ah bon, Louis XVI? Mais pourquoi tu écris sur Louis XVI? Alors, en 2 mots, parce que je ne vais pas vous. Bon. Non, mais c'est vous, le livre, ça s'appelle le roi qui voulait voir la mer. C'est original, oui. Première source d'étonnement. Enfin, deuxième source d'étonnement. Troisième source d'étonnement. En juin 1786, donc peu de temps avant d'être guillotiné, il décide d'aller voir Cherbourg, parce que c'est un port de guerre. Et en fait, il décide d'aller voir Cherbourg pour plusieurs raisons. Alors, tout le monde le dissuade d'aller à Cherbourg. Personne ne veut que Louis XVI aille à Cherbourg. Ni les nobles, ni le clergé, parce qu'on se dit, c'est son seul voyage. Hein. Il a fait 2 voyages dans sa vie, Cherbourg et Varennes. Bon, bien. Le voyage à Cherbourg, il traverse la Normandie et on lui dit, mais écoutez, si vous allez rencontrer des sorcières, ce peuple parle à peine français, c'est un peuple hostile, mais surtout, ce que veut faire Louis XVI, c'est voir la mer, parce que c'est un type qui n'a jamais vu la mer et qui connaît toute la mer, les monstres marins, les marées, il a préparé le voyage de la Pérouse. C'est un type qui parle 4 langues. On le présente comme un crétin. Il parle le latin, l'espagnol, l'italien, l'allemand et le français. 5 langues. C'est un scientifique de haut vol et il va aller à la rencontre de son peuple. Et quand il va revenir avec, dans ses poches, un projet de monarchie constitutionnelle qu'il ne pourra jamais appliquer. Et après, je m'en vais, je vous raconte 2 choses. Est-ce que vous saviez que Louis XVI, en 1774, donc il a 20 ans, il vient juste d'être roi. Eh bien, en 1774, la première mesure qu'il veut faire, c'est d'abolir l'esclavage dans les colonies. Mais évidemment, il est très mal entouré, il est très jeune. Les négriers de Nantes et de Bordeaux montent à Paris et sa proposition de loi capote. Oui. Il y a des tonnes de choses comme ça que je révèle dans le bouquin. Et par exemple, la pension qui était versée aux femmes à l'époque ne leur était versée qu'avec l'autorisation du mari. Eh bien, Louis XVI dit non, maintenant les femmes toucheront directement leur pension sans que ça passe par le mari. Il était précurseur. Les sourds et muets, c'est lui qui finance toutes les recherches de ses propres deniers. Ça c'est oui. Voilà. Et une vingtaine, une trentaine de choses comme ça. Par exemple, il y avait un impôt particulier, ce qu'on appelait un impôt corporel,
que devaient payer les Juifs qui vivaient en France. Louis XVI le supprime. Il dit c'est un impôt inique, je le supprime. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple, l'histoire. Garçon. Bien, mais écoutez, on va s'arrêter là, parce que là, on va vraiment vous mettre en retard. Merci infiniment. Merci. Et puis, bon courage pour vos prochains romans. À bientôt. Allez, merci, au revoir. Merci, au revoir.